Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire, dans cette vidéo enregistrée pour YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse, la chaîne dédiée à l'investissement socialement responsable. Scout en Bourse, donc on vous apprend à comprendre la bourse, à investir correctement en bourse et à le faire de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en gagnant de l'argent et en intégrant des critères sociaux et environnementaux au choix, à votre choix, dans vos décisions d'investissement. Bonsoir à ceux qui se connectent à l'instant. On va commencer. Alors ce soir, le sujet, c'est un sujet un peu particulier. On va voir ensemble comment lire et comprendre ce qu'on appelle le document d'information clé pour l'investisseur, donc le DC, ce qu'on appelle en anglais aussi le KID. Et on verra que dans bien des cas, il y a énormément d'informations qui vont justement aider les investisseurs à mieux comprendre la nature du produit dans lequel ils vont investir, les risques. Alors, on va retrouver des DC pour des ETF, pour des ETP, pour des SICAV, pour tout type de produits d'investissement. On a toujours un document clé d'information qui est fourni avec. Et ce document, il est vraiment très utile. Et malheureusement, j'ai constaté que peu d'investisseurs connaissent ce document légal qui est une obligation. Tout émetteur de produits financiers doit fournir ce type de document. C'est une obligation réglementaire. C'est l'AMF qui impose ce type d'obligation. Et c'est vraiment un document utile, alors que, comme je le disais, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Alors, on va voir ça ensemble ce soir. Donc, je vous ai pris un document en exemple. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc, vous le savez, je travaille pour une société qui s'appelle GraniteShare. Donc, au-delà de la gestion et l'animation des webinaires de Scout en Bourse et le site, le forum, Scout en Bourse, etc. Tout ça, c'est on va dire, mon hobby. À côté de ça, je travaille et je travaille pour une société, donc GraniteShare, et donc qui est un émetteur de produits financiers. Donc, j'ai décidé de prendre l'un de leurs documents comme exemple. Donc, on va regarder ici l'ETF GAFAM, donc qui réplique les valeurs GAFAM. Donc, on connaît tous les GAFAM. Donc, on va voir en fait sur ce document qui est traduit ici en français. On va déjà avoir une information qui est relativement intéressante, c'est de savoir par quel organisme est régulé l'émetteur. Donc ici, c'est par la Banque centrale d'Irlande. Donc, on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Peut-être que je devrais montrer pointeur. Je pense que maintenant, vous devriez pouvoir voir ma souris. Donc, ici, là, si je dessine, ici, on voit Banque centrale d'Irlande. Donc, Banque centrale d'Irlande, le régulateur qui régule l'émetteur, donc GraniteShare. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ici, on a une description donc, du produit et des objectifs qui sont liés au produit. Donc, ici, c'est un ETP donc GAFAM 1X long, donc qui est conçu pour permettre aux investisseurs d'obtenir une exposition sur l'indice GAFAM. Donc, voilà, on nous explique que que le produit reflète la performance de l'indice, que si l'indice monte de 5%, le produit va monter de 5%, moins les frais et ajustements, etc., etc. On nous explique que c'est un produit qui est négocié en bourse, donc qui est très achetable, vendable, échangeable, donc sur différentes bourses et marchés financiers. Que vous pouvez bien sûr perdre la totalité de la valeur de votre investissement. Ça, c'est comme quand on investit donc sur les actions, sur d'autres produits. Et là, à la fin, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant. J'ai envie de dire, on commence à rentrer dans le détail. Donc, on nous explique que ce produit est adossé à un swap avec Natixis. Donc, revenez si vous voulez en savoir plus sur les ETF et les ETP à réplication physique et à réplication synthétique. J'avais fait un webinaire, il est enregistré sur la chaîne YouTube. Là, en fait, donc quand on nous dit que c'est adossé à un swap, on est sur une réplication synthétique. Je ferai d'ailleurs, je pense, prochainement avec Laetitia Bonaventure ou Weekend des webinaires dans lesquels je vais rentrer dans les détails de ce qui concerne les réplications physiques, les réplications synthétiques, parce que même si j'ai fait un webinaire sur la chaîne
Scout en bourse, il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler aujourd'hui en fin de webinaire, mais voilà, c'est un sujet intéressant. Donc ici, on est sur un swap qui est avec Natixis, donc la banque Natixis. On nous explique que ce swap, donc en fait, un swap, c'est un peu comme un CFD, si vous voulez, un swap de performance, c'est un peu comme un CFD avec mais au niveau professionnel. Je synthétise vraiment la chose. Quoi qu'il en soit, c'est protégé par des garanties qui sont détenues, donc des garanties du collatéral qui est détenu par Bank of New York. Et ça, c'est vraiment, voilà. Donc, on sait qu'on est sur un produit synthétique, mais qui est protégé avec un collatéral, avec des garanties qui sont détenues dans une autre banque. Donc, pour notre protection. Alors là, on nous explique à qui est destiné ce produit. Est-ce qu'il est destiné aux investisseurs professionnels, aux fonds d'investissement, aux particuliers, etc. Donc là, on nous dit que ce produit est destiné aux investisseurs particuliers, hein, donc nous, concrètement, hein, mais que voilà, il faut quand même avoir une connaissance spécifique des produits d'investissement, de la bourse, etc. Connaître les risques, les avantages, les risques qu'il y a à investir en bourse. Donc, voilà, en gros, on nous explique ça. Alors, là, on a encore un point relativement important. Ah oui, donc là, ici, la durée donc du alors PRIIP, en fait, donc c'est le terme qu'on va utiliser. D'ailleurs, je crois que c'est en anglais, mais ça n'a pas été traduit. Mais PRIIP, je vais vous dire ce que ça veut dire. PRIIP. Package Retail Investment and Insurance-Based Product. Donc, en gros, c'est un produit packagé pour les investissements de détail ou les produits d'assurance. Voilà. En gros, c'est le terme légal, si vous voulez. Alors ici, déjà, on nous dit durée, donc ce produit n'a pas de durée déterminée. Alors, contrairement à des produits qui ont une échéance, je pense notamment aux obligations. Les obligations, ils ont une échéance. Là, il n'a pas de produit, il n'a pas de durée déterminée. Donc, on peut le garder autant de temps qu'on veut. Il n'y a pas voilà, c'est vous qui choisissez la durée pendant laquelle vous pouvez conserver ce produit. En l'occurrence, dans ce cas précis, il peut y avoir d'autres cas où on va vous dire, bon, bah, ce produit, il pourrait être gardé 1 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, donc ça, c'est quand même une information importante avant d'investir. C'est l'horizon de temps. Et on nous précise quand même ici qu'il y a une échéance qui est prévue le 4 mars 2071. Donc, voilà, je ne sais même pas si on sera encore vivant à ce moment-là, enfin, en tout cas me concernant. Mais voilà, donc on a quand même une échéance, mais il n'y a pas de produit déterminé, de durée spécifiquement précisée, court terme, moyen terme, long terme. Voilà. C'est juste qu'il y a très très loin une date d'échéance, mais voilà. Et on nous précise que l'émetteur, donc Greenwich, a le droit de résilier unilatéralement ce produit. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un early redemption, donc une résiliation anticipée, et les investisseurs sont remboursés. Voilà. Et ça, alors ça, si vous... Alors, il faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est que ce document clé d'information, il regroupe, on va dire, un résumé des informations les plus importantes qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le prospectus. Donc, le prospectus, c'est un document beaucoup plus long qui fait 50, 100, des fois 200 pages. Donc, ici, c'est un résumé parce qu'effectivement, les régulateurs sont bien conscients que les investisseurs ne vont pas aller lire 200 pages de prospectus de documents légaux. Donc, on leur résume, on leur condense ici les informations les plus importantes. Donc, par exemple, si vous voulez en savoir plus, là, on vous explique que c'est un produit de swap avec Natixis adossé à du collatéral, des garanties qui sont déposées auprès de Bank of New York. Si vous voulez en savoir plus, vous allez dans le prospectus, vous avez beaucoup plus d'informations. De la même manière, ici, là, on vous dit qu'on peut résilier unilatéralement le produit. Si vous voulez en savoir plus, savoir dans quel cas, dans quelles conditions, etc., vous allez dans le prospectus, vous avez tous les détails. Ici, on a une autre information importante, c'est le risque. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'information la plus importante. Donc, en fait, ça, c'est une échelle de 1 à 7, du risque le plus faible au risque le plus élevé. Et c'est un indicateur de risque qui est le même pour
tous les émetteurs. Tous les émetteurs sont obligés de donner une note de 1 à 7. Donc 1, on va être en fait sur du livret A, hein, concrètement, donc du produit capital garanti, taux garanti, etc., etc. On va être sur du 1. Sur du 2, on va être sur du produit capital garanti, mais sans rendement garanti. 3, on va être sur un petit peu plus de risque. 4, on va être sur 4, 5, on va être sur de l'obligataire. Tout ce qui est 5, 6, c'est des actions. Et 7, c'est les produits à levier. Donc ici, on est sur du 6. On est sur ce qui correspond aux actions, on va dire. Voilà, ça vous permet de vous donner un ordre d'idée du risque. Voilà. Ensuite, si je continue, page 2. Page 2, donc là, ici, on nous explique, on nous donne le détail, en fait, du risque, etc., etc., etc. On vous précise aussi, comme c'est des produits ici GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft, on est sur des valeurs américaines. Donc, même si ce produit existe en dollars, en euros et en British Pound, donc en livres sterling, en fait, on vous explique quand même que même si vous prenez le produit en euros, quelque part, vous avez un risque de change. Donc, si le dollar s'effondre, vous avez un risque de change. Voilà. Au-delà de la performance des actions, vous avez un risque de change. Donc, en fonction de la fluctuation des devises, vous avez un risque associé. Et c'est à prendre en compte, surtout si vous restez sur des positions très long terme. Si le fonds fait une performance, j'ai envie de dire, de 10%, mais que vous avez 8% de baisse sur les devises, finalement, vous gagnez plus que 2%, voire vous pouvez vous retrouver en perte. Donc ça, on vous dit ce qui concerne les risques de change. Il faut en être conscient. Là, ici, alors, on a un scénario de performance. Alors ça, c'est vraiment intéressant aussi. Parce que là, ici, on vous parle de risque de 6 sur 7, on vous parle de risque de change, on vous parle de, etc. Mais bon, il n'y a rien de mieux rien ne parle mieux qu'un exemple bien précis. Donc ici, en termes d'exemple précis, donc on part sur un investissement de 10 000 $ ou 10 000 euros. Et on vous donne d'abord un scénario de crise. Donc le pire scénario possible, c'est le krach boursier, c'est le scénario catastrophe, j'ai envie de dire. Donc, scénario catastrophe, on vous donne 3 horizons de temps, 1 an et demi et 3 ans. Et 3 ans, on vous précise ici que c'est la période de détention recommandée. C'est-à-dire que l'émetteur, lui, il juge que ce produit, il l'a créé pour qu'il soit détenu idéalement sur un horizon de 3 ans. Si c'est un produit différent, ça peut être un horizon de temps de 1 jour, ça peut être un horizon de temps de 1 semaine, de 1 mois, de 6 mois, de 1 an, ça peut être 10 ans la période recommandée. Donc ça aussi, ça nous donne une indication intéressante. Donc on nous dit ici, voilà, scénario de crise, scénario catastrophe, vous investissez 10 000 $, la première année, sur une année, bam, moins 50%, vous vous retrouvez donc après les frais, après le scénario catastrophe avec 4 700. Donc vous savez que si vous gardez votre investissement 1 an, le scénario de crise, le scénario catastrophe, vous devez être prêt à perdre la moitié à peu près de votre investissement. Sur 1 an et demi, scénario de crise, perte de 57% au total, vous vous retrouvez avec 3 985. Scénario de crise sur 3 ans, ça c'est une crise qui dure, 3 ans de baisse, le pire scénario catastrophe, baisse de 69% des marchés. Je ne crois pas que ce soit encore arrivé dans l'histoire, mais c'est vraiment le scénario pire catastrophe, vous vous retrouvez avec 2700. Ensuite, vous avez 3 scénarios, scénario défavorable, scénario modéré, scénario favorable. Donc, scénario défavorable, pareil, 1 an et demi, 3 ans. Donc, sur 1 an, scénario défavorable. Quand on dit scénario défavorable, à ce moment-là, c'est, voilà, il faut bien faire la différence entre le scénario crise, qui est vraiment le pire scénario, et le scénario défavorable, qui est, ouais, scénario, qui peut arriver, mais bon, qui n'est pas. Donc, voilà. Donc, scénario défavorable, au bout d'1 an, ça fait une perte de 3,96%. Vous vous retrouvez avec 9 300 €. Au bout de 2 ans, scénario défavorable, on fait une performance de 2,76% au bout d'1 an et demi et vous vous retrouvez avec 9 988. Pourquoi 9 988 alors qu'on fait 2,76% de performance? Parce qu'il y a des frais
on va le voir, qui sont déduits. Scénario défavorable au bout de 3 ans. Alors là, on voit qu'il y a quand même une grosse différence. Scénario défavorable au bout de 3 ans, c'est 32%. Donc, on se retrouve avec 12 989. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas 32, c'est 12. Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur à corriger. Mais quoi qu'il en soit, alors ces données elles sont basées sur quoi? C'est pas basé au hasard. Enfin, on le choisit pas au hasard. C'est pas, on les sort pas de notre chapeau. C'est basé sur les historiques de marché. Donc, on prend des cas extrêmes, on prend des plus hauts, des plus bas, on prend le passé. Et d'ailleurs, attention, je vous le rappelle, ça doit être marqué quelque part aussi dans le prospectus, les performances passées ne reflètent pas les performances à venir. Scénario modéré, donc on va dire c'est ce qu'on devrait s'attendre en temps normal s'il n'y a pas d'événement particulier. Donc sur un an, plus 32%, sur un an et demi, plus 50%, sur 3 ans, plus 130%. Et ici, scénario favorable, donc si tout se passe bien, par exemple, comme ce qu'on a connu en 2020, un marché qui n'arrête pas de monter, un an, 81%, un an et demi, 124%, et 3 ans, 300%. D'ailleurs, je crois, il faut que je vérifie d'ailleurs, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier ça tout de suite avec vous, mais je crois justement que ce produit GAFAM en question, j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, il a fait une performance depuis le début de 2021 de 84%, je crois, un truc comme ça. Donc, mais je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, donc c'est quelque chose de, voilà. Il faut savoir que c'est un produit avec une exposition très ciblée, hein, cette TP GAFAM. Voilà. Ah non, c'est le GAFAM 3X, parce que là, je vous présente le GAFAM simple, 1X, mais là, depuis le début de 2021, c'est le GAFAM 3X qui a fait plus 84%. Bref. Voilà, donc on vous dit que évidemment tout ça c'est des scénarios, que c'est basé sur des estimations futures sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, etc., etc. Bref, c'est juste pour vous donner un aperçu des scénarios possibles pour mieux visualiser ce que représente un risque de 6 sur 7. Que se passe-t-il si GraniteShare est incapable de payer? Donc, si GraniteShare fait faillite, si l'émetteur fait faillite, ça, c'est super important quand même de le préciser. Alors là, vous n'êtes pas protégé comme si vous aviez un compte bancaire à hauteur de 100 000 euros. Vous savez que si vous avez un compte bancaire en France, vous êtes protégé à hauteur de 100 000 euros. C'est une garantie d'État. Là, c'est un produit financier, donc vous n'êtes pas sous cette garantie des dépôts. Par contre, il vous a expliqué que voilà, si jamais GraniteShare venait à faire faillite, le fournisseur de swap irait liquider les collatérales en garantie pour payer les investisseurs. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ici, on a le coût au fil du temps. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, on nous explique que sur un investissement de 10 000 euros, après 3 ans, le coût sera global de 288, soit un impact sur la rentabilité de 0,96% par an. Donc, en gros, chaque année, il faudra déduire 0,96% de la performance. Donc, si le fonds fait 12%, vous aurez 11,04%. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça vous donne un meilleur visuel sur les coûts parce que sur les produits structurés, parfois, les coûts sont moins faciles à comprendre. Là, on vous donne un exemple concret. On vous dit, voilà, après tant de temps, combien ça vous aura coûté, même si c'est un coût indirect. Ici, on a le descriptif des coûts. Donc ici, en l'occurrence, sur ce type de produit, il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Il y a un frais associé à la transaction. Il y a un frais associé à l'émetteur chaque année. Il n'y a pas de frais de performance. Il n'y a pas d'intérêt porté. Voilà. Donc, en gros, on va 0,69 plus 0,27. C'est là qu'on obtient nos 0,96. Combien de temps dois-je conserver ce produit et puis-je retirer mon argent? Donc, période recommandée de détention 3 ans, mais c'est un produit qui est négocié en bourse. On peut retirer son argent à tout moment. Il n'y a pas de
de restrictions. Donc ça, voilà, on a aussi donc ces informations-là. Et après, on a les informations, les coordonnées de l'émetteur. On peut le contacter si on a une réclamation à faire ou quoi. Alors là, je vous ai donné l'exemple de GraniteShare, bien sûr. Vous pouvez aller vous faire la même chose avec Vanguard, avec Lyxor, avec Amundi, avec BlackRock, etc., etc. Enfin, tous les émetteurs, BNP, Société Générale, tous les émetteurs de produits financiers, quels qu'ils soient, sont tenus de fournir ce document dans votre langue. Hein, donc, c'est pour ça que GraniteShare les a traduits en français. Donc, dans votre langue, et on est tenu de vous fournir ces documents. Voilou. Alors, je vais répondre à vos questions si vous en avez maintenant. Si on a un petit peu de temps, je vous parlerai aussi des réplications physiques, réplications synthétiques. C'est ce que je disais un petit peu au début. Alors là, et d'ailleurs, le temps que vous posiez vos questions, je vais juste brièvement parler des réplications physiques et des réplications synthétiques. Alors, effectivement, bon, déjà, les réplications physiques, ça veut dire qu'on achète. Bon, je ne vais pas expliquer en détail parce que j'avais fait un webinaire que vous retrouverez sur la chaîne YouTube à ce sujet, mais je voulais juste apporter une précision que je n'avais pas que j'avais pas pensé à expliquer dans le précédent webinaire. Donc, en fait, si vous avez une réplication physique, ça veut dire que l'émetteur détient les actions qui composent l'indice. Si vous avez un swap, c'est plus comme un CFD, c'est un swap de performance, c'est un agrément, on va dire, entre une banque et l'émetteur pour délivrer la performance associée à la composition de l'indice. Je l'explique beaucoup plus en détail dans la vidéo à ce sujet. Et effectivement, donc, quand on détient physiquement les actions, c'est plus rassurant dans un sens parce qu'effectivement, si l'émetteur fait faillite, on détient vraiment les actions. Ça permet aussi d'être éligible dans certains cas, par exemple au PEA ou à ce genre de choses. Par contre, effectivement, et ça, je l'expliquais dans le précédent webinaire, les fournisseurs d'ETF synthétiques, dans bien des cas, proposent aussi une garantie, comme on l'expliquait là tout à l'heure, avec un collatéral qui est déposé en garantie. Et après, ce qui est intéressant avec les ETF physiques et la réplication physique, c'est que très souvent, les émetteurs vont aller prêter les titres pour obtenir un rendement supplémentaire. Donc ça, c'est un truc qu'ils gardent pour eux dans leur poche. Ils vont aller prêter les titres. Et ça, très souvent, on le trouve rarement dans le KID. Donc, il faut aller vraiment creuser dans le prospectus pour trouver ces informations-là. Et c'est quand même un risque supplémentaire parce que l'émetteur va aller prêter les titres. Et donc, du coup, s'il y a un défaut de contrepartie dans le prêt de titre, bah, ça va vous impacter quelque part. Ça, c'est la première chose que je voulais rajouter. Je crois que j'en parlais brièvement dans le précédent webinaire. Mais après, la deuxième chose, c'est que si l'émetteur fait faillite et qu'il détient les titres physiques, il va devoir liquider les actions. Donc, il va devoir vendre les actions qu'il détient pour rembourser les investisseurs. Le fait de vendre les actions qu'il détient, ça va faire baisser encore plus votre investissement, surtout s'il s'agit d'un gros émetteur. Je pense par exemple à Lyxor, Amundi, BlackRock ou les gros. Ben, ils vont avoir peut-être 1 milliard sous gestion sous l'ETF. Imaginons que pour une raison ou une autre, ils se mettent en faillite. Ils vont devoir vendre 1 milliard des actions qu'ils détiennent. Ce qui va faire très fortement baisser les actions et donc baisser la valeur de votre investissement. Donc, c'est un effet cascade qu'on n'a pas sur les swaps parce que le swap, la garantie, c'est pas nécessaire. Le collatéral de garantie, c'est pas nécessairement les actions en question. Ça peut être des obligations, ça peut être du cash, ça peut être des contrats monétaires, ça peut être plein d'autres choses qui, s'ils sont vendus, ne vont pas directement impacter la valeur de votre investissement. Voilà ce que je voulais rajouter. C'est la petite parenthèse, j'ai oublié de rajouter la dernière fois. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser soit maintenant, on va couper l'enregistrement, vous pourrez poser vos questions pour ceux qui sont en live. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pourrez poser vos questions en commentaire ou sur le forum de Scout en Bourse, bien sûr, toujours le forum qui est disponible, sur lequel vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je reste connecté en live avec ceux qui sont là ce soir. Pour ceux qui regardent la rediffusion, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt.